Allez, un peu de silence, s'il vous plaît. Le cours va commencer. Oui, Tristan. Qu'est-ce qu'il y a? Quelle est ta question? Oui, j'ai une question, professeur. Qu'est-ce qu'on va travailler aujourd'hui? Simple question, parce que je suis passionné d'études. Oh, que ça me fait plaisir, Tristan. Enfin, une personne qui semble mature et attentif. Contrairement à vous deux là. Oh, Big Folly. La dernière fois, vous êtes bien foutu de moi. Vous n'êtes pas m'interrompu. Donc, pour répondre à ta question, Tristan, nous allons travailler aujourd'hui sur un sujet historique. Attention, la Révolution française. De tout ce qu'on va parler sur la Révolution française, on va en parler. De début de la Grande Terreur, cette époque s'appelait l'époque de la Grande Terreur. L'époque où on décapitait les nobles. On les mettait à la guillotine et les têtes coupées, têtes tranchées. On va parler de ça. Je vous prie. Tout ça au stylo, ouvrez vos cahiers et attention, le cours commence. Alors, vous êtes prêts? Comme je l'ai dit, tout ça au stylo. On étudie sur la Révolution française. Alors, la Révolution française. La Révolution française, datant de 1789 à 1799, est une période de bouleversements politiques et sociaux en France et dans ses colonies, ainsi qu'en Europe à la fin du XVIIIe siècle. Voilà. Traditionnellement, on l'a fait commencer à l'ouverture des États généraux le 5 mai 1789 et finir au coup d'État de Napoléon Bonaparte le 9 novembre 1799. 18 Brumaire de l'an 8. Ça, l'an 8. En ce qui concerne l'histoire de France, elle met fin à l'ancien régime, notamment à la monarchie absolue remplacée par la monarchie constitutionnelle 1789 jusqu'à 1792, puis par la première République, alors que nous on est à la cinquième République maintenant. Mythe national, la Révolution française a légué de nouvelles formes politiques, notamment au travers de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui proclame l'égalité des citoyens devant la loi, les libertés fondamentales et la souveraineté de la nation, se constituant autour d'un État. Elle a entraîné la suppression de la société d'ordre, de la féodalité et des privilèges. Une plus grande division de la propriété foncière, la limitation de l'exercice du pouvoir politique, le rééquilibrage des relations entre l'Église et l'État et la redéfinition des structures familiales. Les valeurs et les institutions de la Révolution dominent encore aujourd'hui la vie politique française. Elle a été marquée par des périodes de grande violence, notamment pendant la terreur, 1793 jusqu'à 1794. Au cours de la guerre de Vendée, cause de la mort de centaines de milliers de personnes au cours des insurrections fédéralistes, ou dans le cadre des luttes entre factions révolutionnaires qui ont abouti à la mort successive des principales figures révolutionnaires, girondins, hébertistes, dantonistes, puis robespierristes. Les guerres de la Révolution française, qui ont touché une grande partie de l'Europe continentale, ont propagé les idées révolutionnaires et contribué à l'abolition de la société d'ordre en Europe occidentale, dans les républiques sœurs, puis dans toute l'Europe. La Révolution française diffère des autres révolutions par ses exigences universalistes, en ce qu'elle est destinée à bénéficier à toute l'humanité. Dès son commencement, la portée universelle des idées de la Révolution française a été proclamée par ses partisans et l'ampleur de ses conséquences soulignée par ses détracteurs. Non, Tristan,
pas des trackers, des tracteurs. On est dans le réel. On n'est pas dans le fictif avec ce certain Harry Potter. Concentre-toi un petit peu sur le groupe, Tristan. Pour moi, tu fais partie d'un modèle tu fais pour moi partie d'un modèle de l'élève attentif. Alors, essaie de te concentrer. Merci. On y retourne par ses détracteurs. Considéré par la majorité des historiens comme un des événements majeurs de l'histoire mondiale, la Révolution a été un objet de débat, ainsi qu'une référence controversée durant les 2 siècles qui l'ont suivi en France et dans le monde. Elle a créé des divisions immédiates et durables entre les partisans des idées révolutionnaires et les défenseurs de l'ordre ancien, ainsi qu'entre entre les anticléricaux et l'Église catholique. Elle marque le début en France d'une période d'instabilité institutionnelle, au cours de laquelle se succèdent 3 monarchies constitutionnelles, 1789 jusqu'à 1792, 1814 jusqu'à 1830, enfin après 1830 jusqu'à 1848. 2 républiques, 1792-1804 jusqu'à 1848-1851. Et deux régimes impériaux, 1804-1814 et 1851 et jusqu'à 1870. Pardon. Jusqu'à l'établissement définitif de la République dans les années 1870. Toute l'histoire contemporaine est marquée par les héritages de la Révolution française, que la plupart des mouvements révolutionnaires ont perçu comme un événement précurseur. Ces grandes phrases et ces symboles culturels sont devenus les étendards d'autres bouleversements majeurs de l'histoire moderne, y compris lors de la Révolution russe, plus d'un siècle plus tard. Passons maintenant à la chronologie et la périodisation. Même ce mot, je ne connais pas le deuxième. Elle est traditionnellement placée entre l'ouverture des États généraux, le 5 mai 1789, et le coup d'État du 18 Brumaire de Napoléon Bonaparte. Le 9 novembre 1799, qui inaugure la période du Consultat, est aboutie. 5 ans plus tard, à l'avènement de l'Empire, cependant, elle a été partiellement perpétuée par Napoléon lors de l'expansion du premier empire français. Si la plupart des manuels d'histoire et nombre d'historiens découpant la Révolution en 4 périodes, constituante, législative, convention, directoire, Jules Michelet, jeu de mots, Jules Michelet et l'historiographie marxiste en place à la fin de la chute de Robespierre. Cette périodisation a souvent dépendu des convictions ou arrière-pensées politiques des intéressés en faveur soit de la république parlementaire, soit de la souveraineté populaire. L'historiographie distingue classement 2 temps, 2 révolutions successives qui ont transformé d'abord le Royaume de France en une monarchie constitutionnelle, puis en Première République, mettant fin à une société d'ordre et aux anciens privilèges. En la France dans les années 1780, la société française. La société sous l'Ancien Régime repose sur l'existence des 3 ordres hiérarchisés, le clergé, la noblesse et le tiers-état, qui représente à lui seul 97% de la population, et d'une mosaïque de droits dont disposent des corps constitués parlement, communauté, ville, université, métier, ou qui peuvent différer d'une province à l'autre et sont des héritages de la société médiévale et des agrandissements successifs du royaume. Le poids des impôts repose exclusivement sur le tiers-état, qui doit notamment verser des impôts auprès des 2 autres ordres. Au XVIIIe siècle, l'essor de nouvelles catégories sociales dans les villes et dans les gros bourgs est indéniable. Parmi les nouvelles couches, on distingue d'une part une bourgeoisie marchande ou financière,
qui profitent de l'enrichissement global et pour une partie d'entre elles. Les grandes spéculations boursières sous Louis XVI, ouais, des laboureurs, des paysans riches qui peuvent offrir à leurs enfants une éducation et d'autre part une bourgeoisie de fonctionnaires et d'hommes de loi qui aspirent à jouer un rôle politique. Cependant, face à cette concurrence, la noblesse réimprime le principe de la supériorité de la naissance sur la fortune et l'instruction. C'est la réaction seigneuriale et nobiliaire. Nobiliaire. Inspirés par le physiocrate, les seigneurs cherchent par ailleurs à optimiser les revenus les revenus tirés de l'exploitation de leurs terres et remettre en vigueur des privilèges comme l'exploitation exclusive des communaux, avec pour effet d'en priver et d'appauvrir les paysans non propriétaires. À la fin des années 1780, les mauvaises récoltes jettent à la rue les membres les plus fragiles des communautés. L'historien Jean-Nicolas recense pendant tout le XVIIIe siècle, qui appelle le siècle d'intranquillité. Pas moins de 8528 révoltes de communautés paysannes qui se politisent de plus en plus. Les conditions climatiques sont éprouvantes en 1788, avec une sécheresse au printemps, de violents orages le 13 juillet, provoquant de mauvaises récoltes et la hausse du prix des céréales et du pain. La rudesse de l'hiver qui suit fait lui grimper le prix du bois de chauffage. Ces phénomènes attisent l'agitation populaire. Le politique étant considéré comme responsable du manque de grains. Des révoltes de subsistance en 1788 attestent, elles aussi, d'une crise frumentaire à l'origine partielle de la Révolution. Ces crises frumentaires sont dues à la libéralisation du commerce des grains sous l'Ancien Régime, qui a débuté en 1763. Par ailleurs, alors que les banques parisiennes connaissent un très important développement et que l'arrivée de Jacques Necker à la direction des finances est faite notamment sous leur influence, une crise budgétaire de l'État due à la dette énorme du gouvernement, c'est 4 500 000 500 non, c'est 4 milliards, ouais. Non, c'est millions, pardon. La dette a été 4 500 000 livres en 1788, voilà. 1 milliard, j'ai du mal avec milliard et millions. 4 milliards 500 000 livres en 1788, voilà. En partie dû à la participation de la France à la guerre d'indépendance des États-Unis, et une inflation élevée causée par une quantité sans précédent de monnaie en circulation, l'oblige à envisager une nouvelle levée d'impôts, et pour ce faire, à convoquer les États généraux. Ce sera dans ce contexte de tension l'événement déclencheur de la Révolution française. On va finir sur celui-là. On continuera ça la prochaine fois qu'on se verra dans ce cours, c'est-à-dire demain, ou même avant, je sais pas. Alors on finit par la résistance à la monarchie absolue et désir de réforme. En 1788, le pouvoir repose sur le modèle politico-social d'une monarchie absolue du droit divin. Le roi, représentant de Dieu sur terre, évidemment, est délié des lois. Tout en devant respecter les lois fondamentales du royaume, il est le garant de la sécurité, de la justice et de la foi de ses sujets. Il ne tire sa souveraineté d'aucune instance humaine, mais doit gouverner avec le consentement des corps constitués. Les contradictions internes du modèle vont ouvrir la voie à la révolution. Dans leur immense majorité, les Français restent attachés à la forme monarchique. Le roi, aimé et respecté, est perçu comme un père du peuple, de la nation, puis
comme père des Français. En 1788, une réforme de l'État est espérée sous son autorité et avec son consentement. Les corps constitués, quand ils s'opposent au pouvoir royal, le font pour la défense et de leur intérêt propre, sans cependant la remettre en cause ou s'y opposer idéologiquement. Les parlements, cours de justice, d'Ancien Régime, les États provinciaux instrumentalisent leur droit de remontrance lors de l'enregistrement des lois pour s'opposer aux réformes ministérielles du Conseil du roi. Bien qu'ils protègent avant tout leurs privilèges, ils se pensent et passent aux yeux de l'opinion publique naissante. Dans une rhétorique de défense du peuple contre le despotisme ministériel, comme les représentants de la nation, la monarchie, en dépit de la pression fiscale, demeure respectueuse de ses corps intermédiaires jusqu'au coup de force du chancelier Maupoux, qui rompt l'équilibre en 1771. Ses membres les plus radicaux rejoignent ce qu'on appelle le Parti patriote, fer de lance et de la contestation pré-révolutionnaire. La synthèse de leur combat et de leurs revendications, de leur dialogue avec les thèses rousseautistes, dans leur dialogue avec les thèses rousseauistes, c'est ça, devait, à la faveur des événements de 1789, donner corps aux prémices idéologiques de la Révolution. En définitive, les remises en cause de l'absolutisme sont rares et marginales avant 1789. Elles sont avant tout philosophiques et religieuses avant d'être politiques ou sociales. On trouve par contre un désir unanime de réforme chez les Français, porté par leurs députés qui expriment le souhait d'un État plus efficace et d'une monarchie régénérée. Attendez. Je crois qu'on s'est tout dit, les amis. Oh, mais qu'est-ce qu'on entend? C'est la fin du cours. Sortez la pièce en silence et on se dit soit tout à l'heure, soit demain pour la suite de ce sujet qui est une date vraiment historique, la Révolution française. Alors on peut dire au revoir, citoyens. À demain. Et ne faites pas bêtises, sinon c'est direct la guillotine. Je plaisante, les enfants. Je plaisante, chers élèves. Bon, allez. Revenez demain. Et je veux tous votre exposé qui est mis en devoir pour demain sur ce que j'ai écrit, en partie, mais qui seront sur le sujet. N'est-ce pas, Tristan? J'espère que tu vas faire ce devoir. Moi, je ne vous retiens pas plus longtemps. À plus tard. Fin du cours, merci. Ah, c'est un sujet assez intéressant. Vous aimeriez bien une deuxième partie? Bon, on se dit à très vite. Soyez attentifs en cours, c'est important. Et que les études restent. Et que l'enseignement le soit également. Allez, c'est parti, à plus tard. Et fin du cours!